Êtes-vous plutôt maison ou appartement? Vous nous écoutez peut-être, chers auditeurs, depuis votre pavillon. Vous avez hésité avant de faire ce choix. Cela a toujours été au contraire une évidence d'accéder à la propriété individuelle. Notre invité est Clément Pétraud. Il vient de publier Une maison sinon rien. Pourquoi l'avenir est au pavillon? Bonjour Clément Pétraud. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes rédacteur en chef aussi des pages Société au Point. Vous publiez donc ce livre. Tout d'abord, pour bien savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'exactement un pavillon? Parce qu'on parle de maison, de villa, voilà. C'est quoi la différence? C'est une bonne question. En fait, il n'y a pas de définition exacte du pavillon. C'est un terme d'usage qui désigne, on va dire, une maison. Historiquement, c'est plutôt une maison un peu légère, avec des structures en bois qu'on peut démonter. C'est un pavillon de chasse. C'était aussi des structures de l'armée romaine. En fait, ça désigne une maison un petit peu fragile, temporaire. C'est une maison populaire. Et en fait, le terme, c'est vraiment, ça désigne la maison, mais avec son caractère social, c'est la maison du peuple, c'est la maison populaire. Il y a un aspect, voilà, un aspect sociologique, il y a une dimension. Ou évidemment une villa qui comprendrait quoi? Une piscine La villa, historiquement, c'est la villa romaine, donc c'est plutôt l'exploitation agricole, avec, c'est presque une entreprise, c'est une production, il y a des champs, on stocke, il y a aussi la magnificence du décor, les mosaïques, donc c'est devenu l'habitat de l'aristocratie, à l'inverse, la villa, alors que le pavillon est effectivement beaucoup plus populaire. Alors dans votre livre, Clément, vous-même, vous dites j'habite un pavillon, pourtant je travaille à Paris, sans trop savoir pourquoi. J'en ai acheté une en mai 2019. Je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi, mais je ne reviendrai pas en arrière 3 ans plus tard. Est-ce que vous avez compris maintenant ou pas? Toujours pas. Alors déjà, petite précision, c'est pas vraiment un pavillon, c'est ce qui a été un pavillon. Au 19e siècle, voilà. Ça a été considéré comme un pavillon. Aujourd'hui, on appellerait ça plutôt une maison. Mais est-ce que je sais pourquoi? Non, moi j'avais très envie d'habiter une maison. Je pense que c'est quelque chose de très viscéral. Ça fait partie des envies qui répondent à des imaginaires, le besoin d'extérieur. Mais comme tout, je suis pas le seul, manifestement. Je suis comme tout le monde. Je me suis retrouvé avec des envies de jardin, des envies de jardinage, des envies de bricolage. Avant même le Covid. Oui, avant le Covid. Mais le Covid m'a montré à quel point j'avais eu une intuition qui m'a semblé assez bonne. Ça a été un tournant, justement, le Covid. Fondamental, fondamental. On a vu d'ailleurs tous les agents immobiliers, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, toutes les agences immobilières étaient prises d'assaut, tout le monde voulait un jardin, tout le monde voulait une maison. Moi, dans mon coin, dans l'Orne, il y avait des maisons, il y avait des agences immobilières qui avaient des stocks de 300 biens. Avant le Covid, on pouvait négocier des biens à 30% à la baisse. Enfin, c'était quand même un marché qui était un petit peu périclitant. Et est arrivé le Covid, la fin du premier confinement. Et au début du deuxième confinement, il y avait quasiment plus de maisons à vendre. Les prix avaient pris 20%. Les biens restaient 15 jours sur le marché. Enfin, il y a eu un retournement absolu de marché, et ce qui montre bien que, on va dire, le corps social réagit quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les gens finalement s'adaptent, ils quittent les villes, et les villes qui sont d'ailleurs en crise, enfin les métropoles qui traversent des moments de crise assez compliqués, et les gens décident, quand c'est la crise dans la ville, de rejoindre la campagne, qui est considérée comme un milieu plus simple, plus facile à vivre, plus sûr aussi, et plus en lien avec la nature. Alors il existe, vous dites dans votre livre, 16 millions de pavillons en constante hausse au fil des décennies. 80% des Français considèrent aujourd'hui la maison individuelle comme le logement idéal, et pourtant ce modèle semble quand même condamné. Oui, alors c'est un modèle qui est en crise, on va dire pour des raisons objectivement tout à fait justifiables, et pour des raisons plus discutables. Les raisons qui sont justifiables, c'est que c'est un modèle qui a beaucoup contribué à l'étalement urbain. L'étalement urbain, comme vous le savez, c'est un phénomène qui grignote des terres agricoles, qui rend, on va dire, la ville toujours plus vaste, qui rend dépendant aussi à la voiture, et donc du coup aux énergies fossiles, et qui du coup fragilise aussi les gens qui vont avoir une équation, un modèle économique personnel, d'économie domestique, où tout ce qui est carburant va prendre une place énorme. Et donc, du coup, c'est un modèle qui a des fragilités, qui a un petit peu abîmé des paysages aussi, il faut l'admettre, mais qui a aussi su rendre son service d'habitat réellement populaire, beaucoup moins cher que les appartements, en ville, et qui, du coup, permet quand même d'offrir un débouché heureux, on va dire, à des classes populaires. On en parlera justement de l'historique, parce que ça fait écho à ce que vous dites. Il y a eu
eu cette charge politique, évidemment, dont tout le monde se souvient peut-être, mais la déclaration d'Emmanuelle Wargon en octobre 2021, la ministre de l'écologie de l'époque, la maison individuelle est un non-sens écologique. C'est ce qu'elle disait, ça a fait réagir. Elle s'est fait un petit peu recadrer d'ailleurs, elle s'en est expliquée un petit peu après. C'est une faute politique pour vous, justement, qui avez étudié la question? En fait, c'est terriblement ambivalent, c'est-à-dire que fondamentalement, elle n'a pas complètement tort de dire que oui, écologiquement, c'est quelque chose qui peut être un peu problématique, mais sur le plan politique, c'est une faute parce qu'elle s'en prend à l'habitat pavillonnaire et elle n'offre aucune perspective derrière. Donc ça veut dire, en gros, c'est expliquer aux classes populaires que globalement, elles sont dans l'erreur, que les choix qu'on leur a poussé à faire pendant des années sont des choix qui sont aujourd'hui caduques, nuls et non avenus et qui finalement sont dépourvus de bon sens, alors que les gens ont quand même investi des années et toutes leurs économies personnelles là-dedans. Et elle n'offre pas il n'y a pas de modèle alternatif heureux aux pavillonnaires pour l'instant vendus en France, enfin vendus, on va dire promus par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que pour l'instant, les grands ensembles ne font pas vraiment, ne séduisent pas. Donc, pour le moment, le rêve pavillonnaire reste extrêmement élevé et c'est une constante depuis les années 40. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, on a eu les premières études, les premiers sondages qui sont arrivés en France, un peu professionnels. Et le premier, c'était un sondage qui avait été fait par l'INED. L'INED, qui est l'Institut national d'études, je crois, démographiques. Si je ne me trompe pas. Absolument. Et l'INED avait demandé aux Français, qui le pays était quand même un peu en ruine après la Deuxième Guerre, quel était leur habitat idéal. Et déjà, en fait, on était à quelque chose comme 80%. De désir de maison. Et aujourd'hui, vous faites le même sondage, la même étude, et vous avez les mêmes constantes. C'est quelque chose de très profond dans la société française, très ancré dans la société française. Ce que vous venez de dire au sujet de cette déclaration d'Emmanuelle Wargon, dans le livre, vous l'expliquez quand même. Vous pointez du doigt une forme de condescendance, pour ne pas dire de mépris des élites envers le pavillon. Et ça, c'est depuis. On l'a vu dans la presse, qui a fait beaucoup de unes et de numéros en disant la France moche, c'est finalement la France pavillonnaire, parce que avec le pavillon va aussi le mode de vie. Et le mode de vie, c'est effectivement les supermarchés, les grandes surfaces, les zones artisanales, les ronds-points. Enfin, c'est toute cette France qui s'est un peu réveillée au moment de la France des Gilets jaunes. Donc, oui, effectivement, il y a une forme de mépris social qui est quand même assez ancrée, qui trouve son origine dans plusieurs sources, mais on voit que notamment, faut le dire comme ça, la gauche a quand même, c'est un petit peu fâché avec les classes pavillonnaires, notamment. Elle a perdu ce combat d'ailleurs, qui a favorisé clairement la droite dure. Totalement perdu ce combat. Et aujourd'hui, on voit bien que le seul qui s'intéresse à ça, c'est Ruffin, c'est François Ruffin, qui a compris qu'en gros, toute une partie des classes moyennes qui s'étaient un petit peu élevées et qui s'étaient un petit peu extraites de leur origine populaire étaient dans le pavillonnaire aujourd'hui, mais que la gauche ne parlait absolument pas à ces catégories-là. Si vous voulez, quand vous avez une gauche qui dit le barbecue, c'est la reproduction du patriarcat, que la voiture... C'est pas toute la gauche, mais tant qu'elle fait partie de cette gauche-là et que personne ne semble vouloir, en tout cas, clarifier les choses, elle en fait partie. Alors pourtant, vous avez des témoignages dans votre livre, pardonnez-moi de vous couper, j'ai en tête Samia qui explique qu'elle était plutôt destinée à se retrouver dans ces ensembles. Ça fait écho beaucoup à l'actualité, évidemment, dans ces cités, ces fameuses cités. Et puis finalement, ses parents ont tenu à s'acheter un pavillon et elle décrit à la fois une prison, mais à la fois quelque chose qui l'a totalement émancipée, sinon elle aurait été happée par le groupe, dit-elle. Il y a une ambivalence assez géniale dans son histoire, c'est-à-dire qu'elle raconte, mais comme des milliers de Français, comment le pavillon a permis de s'extraire d'un milieu qui devenait un peu toxique, c'est-à-dire qu'on avait des quartiers qui étaient en voie de ghettoisation assez nettement, et comment ses parents ont fait le choix de lui dire nous sommes français, nous ne retournerons pas au pays, il n'y aura pas de retour possible, envisagé, de maison au bled ou quoi que ce soit, et donc nous allons nous installer ici, nous allons nous ancrer ici. Ils se sont ancrés effectivement dans une campagne périurbaine, pas très loin de Creil, me semble-t-il, et elle raconte aussi comment elle a découvert ce mode de vie pavillonnaire qui pour elle était une forme de retour en arrière, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas accès à la bibliothèque publique, pas accès au transport public, une forme de solitude, et que finalement c'était assez dur pour elle de passer d'un mode de vie urbain qu'elle considérait comme étant émancipateur et qui lui permettait d'avoir un accès à la culture qui pour elle quelque chose de très important, à un monde qui était
pour elle beaucoup plus restreint. Mais paradoxalement, c'est ça qui l'a. Mais paradoxalement, c'est ce qui l'a sauvée. Et donc, elle entretient un rapport assez ambivalent au pavillon en disant j'aurais pas eu ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, mais pour rien au monde, je n'y retournerai. Alors, quelques mots quand même sur l'origine, parce qu'on écoute ce désamour, voilà, ce côté alors, c'est pas facile à dire, pavonnarisation des pavillonnarisation. Merci, affreusement compliqué à dire. Pourtant, à l'origine, ce modèle de maison individuelle partait de motivation plutôt philanthropique avec le courant dit hygiéniste du 19e siècle. C'est un petit peu touffu à dire, mais c'est vrai que c'est une belle histoire géniale. C'est-à-dire que l'intention, le pavillonnaire est né d'une intention philanthropique, de progrès pour le prolétariat. Si on le réinscrit dans le moitié du 19e siècle, l'idée c'est quand même de dire il va falloir accompagner l'industrialisation de la France, la révolution industrielle, il va falloir fidéliser les travailleurs et aussi pour les fidéliser, il va falloir améliorer leurs conditions de vie. Et donc pour améliorer leurs conditions de vie, beaucoup de patrons philanthropiques à l'époque se mettent autour de la table et réfléchissent à la manière dont ils vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et on en arrive assez vite à la conclusion qu'il faut leur offrir évidemment un habitat, mais ça va aussi avec des systèmes de mutuelles, ça va aussi avec des systèmes d'écoles. Enfin, il y a toute la prise en charge de l'individu qui est pensée et qui est une prise en charge collective. Et on va leur créer... On va arriver assez vite sur la forme de la maison. Les premières expériences sont à Mulhouse. Il y a le carré mulhousien, qui est une histoire absolument géniale, où on voit, finalement, on crée une espèce de micro-société qui est faite de petites maisons et auxquelles ont accès les ouvriers. Et ces ouvriers ont en plus accès à la propriété. Et en fait, c'est vraiment les deux mamelles, on va dire, de la classe populaire telle qu'elle a été pensée fin 19e siècle. C'est, en gros, l'habitat individuel, parce qu'il faut sauver la morale, parce que c'est important de soustraire l'individu du collectif pour pouvoir lui permettre de, on va dire, faire prospérer sa famille. Pas le temps des tours, c'est sûr. Non, pas vraiment. Là, c'est vraiment... et puis, il y a toujours avec un jardin, parce que l'idée du jardin, c'est de pouvoir être en autosuffisance, pouvoir soi-même s'alimenter avec ce qu'on produit, avec cette idée déjà un peu hygiéniste et un peu morale, que le jardinage éloigne du bistrot et de l'alcool, et qu'en fait, pour ne pas finir alcoolique, vaut mieux cultiver un jardin. Et c'est une pensée qu'on trouve encore très ancrée aujourd'hui. Donc il y a tout ce mouvement-là. Et puis on arrive aussi à l'idée que la propriété, finalement, c'est une manière de partager les richesses. Laisser finalement des ouvriers se constituer un capital par l'achat de leur maison, c'est une manière de partager la richesse. Et donc tout ça s'inscrit dans un projet très philanthropique et on en arrive à l'idée qui est très très ancrée dans la société française que finalement les classes populaires, elles ont des débouchés, elles ont des perspectives d'accès au capital qui est fait par la maison individuelle, qui révèle à la fois leur statut social et leur capital économique. Sauf qu'après-guerre, alors que les Français préfèrent toujours en majorité les maisons, les politiques publiques, elles, privilégient le logement collectif. C'était une faute ? Oui et non, il y avait une urgence. Il y avait une double urgence, c'est que la France était quand même en mauvais état. Le logement français, il y avait beaucoup de Français qui étaient très très mal logés. C'est-à-dire qu'on était extrêmement en retard par rapport aux autres pays européens qui, eux, avaient continué à construire entre les deux guerres, ce qui n'a pas été notre cas. Et ça n'a pas été notre cas car les loyers étaient bloqués en France. Et donc, le logement n'était pas un produit rentable pour des investisseurs. Et en fait, le parc de logements et d'habitation en France s'est dégradé. Et donc, on s'est retrouvé, au sortir de la guerre, à avoir une double crise, c'est-à-dire la crise de 20 ans, 25 ans, de blocage de loyers et finalement d'appauvrissement du parc de logement qui a été fait par des mesures économiques qui n'étaient pas adaptées, et puis d'autre part les destructions qui étaient liées à la guerre. Donc on s'est retrouvé avec une population qui était mal logée, qui était en surpopulation dans la plupart des habitations qui étaient extrêmement vétustes, avec une promiscuité très forte, une hygiène déplorable, il n'y avait pas de salle de bain, donc il fallait absolument reconstruire le pays avec des standards élevés. Donc oui, on va dire du point de vue rationnel et la décision de l'urgence, faire des grands ensembles, c'était une bonne idée. Sauf que ça a été mal fait, qu'on a un peu délaissé la maison individuelle pour des raisons idéologiques à ce moment-là, et que très vite, dès qu'ils ont pu s'en détourner, eh bien ceux qui habitaient les grands ensembles en sont partis. C'est-à-dire que l'âge d'or des grands ensembles, ça a duré 5 ans, 10 ans à tout casser. Et aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. C'est-à-dire ce sont les quartiers qui se sont souvent ghettoisés. Les gens qui vivent à l'intérieur n'y sont pas spécialement heureux. Donc on voit bien que l'architecture n'est pas toujours capable de rendre les gens heureux, contrairement à ce que prétendent beaucoup d'architectes. Donc il y a eu des échecs. Et en fait, le pavillonnaire est revenu
à la faveur de l'échec des grands ensembles. Mais c'est toujours ce système de balancier, on voit depuis la guerre, c'est-à-dire que quand on échoue sur le collectif, on revient sur l'individuel. Et puis il y avait de l'idéologie aussi, tout simplement. Le Parti communiste était très présent dans le ministère de la Reconstruction, qui est un ministère tout puissant au sortir de la guerre. Et le Parti communiste considérait qu'un bon ouvrier, c'est un ouvrier locataire qui a du temps pour militer, qui a du temps pour faire la révolution. Et que du coup, c'est pas la peine de le laisser s'embourgeoiser et aller acheter des maisons individuelles pour continuer à vivre selon un mode de vie un peu trop catholique. Alors, quid de l'avenir? Aujourd'hui, on parle de crise du logement neuf. De juin 2022 à mai 2023, les permis de construire et les mises en chantier enregistrent respectivement moins 18 et moins 11% par rapport aux 12 mois précédents. C'est quoi? La faute à la loi, notamment? Oui, alors faut pas accabler uniquement la loi. Déjà, il y a une conjoncture. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix des matériaux. On voit qu'on a de plus en plus de mal à recruter des gens pour des métiers difficiles et des métiers pénibles. Et le bâtiment, ça fait partie des métiers difficiles et pénibles. Donc tout ça fait augmenter le prix de la mise en œuvre du logement. Il y a aussi l'augmentation des standards. On voit qu'il y a des normes environnementales qui sont plus exigeantes. Il y a la raréfaction du foncier. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver du foncier disponible pour construire. Et la loi organise cette raréfaction. C'est-à-dire que quand on a les lois où on prévoit zéro artificialisation nette, un mot très compliqué encore à dire, ça veut dire qu'il va y avoir une raréfaction des terres disponibles pour construire des maisons. Donc tout ça va concourir à faire augmenter les prix de la construction, du logement, des maisons. Et en plus, les banques qui ne veulent plus prêter. Et oui. Donc on se retrouve avec, conjoncturellement, c'est extrêmement dur. Ça veut pas dire, si ça dure 10 ans, ça va être très problématique. Si c'est réglé d'ici quelques années, peut-être que on n'en aura pas des conséquences sociales et politiques à payer. Dans 10 ans. Trop lourd. Mais oui, mais il faudra bien. Il faut observer. Merci Clément Pétro, rédacteur en chef Société au Point, auteur d'une maison sinon rien. Pourquoi l'avenir est au pavillon aux éditions Stock. Merci d'avoir été mon invité.